Aujourd'hui, je vais vous parler de l'engagement des instances dirigeantes dans le cadre de la loi Sapin 2. Je suis Sophie Musso, associée du cabinet Proéthique. Nous sommes un cabinet spécialisé dans le consulting des questions d'anticorruption et de RSE. Et nous apportons des solutions et des process qui se veulent pragmatiques et opérationnels pour nos clients. Alors avant tout, en introduction, pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'engagement des instances dirigeantes? Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? L'engagement de l'instance dirigeante sur une politique de tolérance zéro envers tout comportement contraire à l'éthique en général et tout risque de corruption en particulier constitue l'élément fondateur de la démarche de prévention et de détection de la corruption. C'est ainsi que le sujet est abordé par les recommandations de l'AFA, l'Agence française anticorruption, publiées en 2017. Il est d'ailleurs intéressant de noter que le concept d'engagement des instances dirigeantes ne fait pas l'objet, en tant que tel, d'un pilier du programme anticorruption tel que conçu par la loi Sapin 2. Et pourtant, ce sujet fait l'objet d'un chapitre entier des recommandations de l'AFA. Et c'est peu de le dire que l'AFA y attache une attention particulière lors de ses contrôles. Malgré cela, les études montrent les difficultés qui existent pour obtenir les moyens nécessaires à la mise en place d'un programme de conformité anticorruption, en particulier pour les entreprises qui n'ont pas encore été, jusqu'à présent, confrontées à de tels faits. Les responsables conformité font d'ailleurs souvent état de leur peine à attirer l'attention des instances dirigeantes et donc à se voir allouer les ressources dont ils ont besoin. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons voir comment mobiliser les instances dirigeantes, comment les aider à concrétiser leur engagement, mais aussi ce que signifie l'engagement des instances dirigeantes dans un programme anticorruption. Mais commençons par le commencement. L'engagement des instances dirigeantes, on parle de quoi? La question peut paraître un peu bateau, mais elle mérite néanmoins qu'on s'y attarde quelques minutes. En matière de déploiement d'un programme anticorruption, l'engagement des instances dirigeantes est la manifestation de l'approbation et du soutien aux dispositifs de prévention anticorruption. Cela se traduit en premier lieu par le code de conduite. En effet, le code de conduite manifeste la volonté de l'instance dirigeante d'engager l'organisation dans une démarche anticorruption, et ce, depuis le plus haut niveau de l'entreprise. C'est pour cela que l'on peut recommander parmi les bonnes pratiques que le code de conduite contienne en introduction le message du plus haut dirigeant de l'organisation. En quelques lignes, l'affirmation de l'importance qu'il attache au code de conduite sera le signe fort de l'importance que tout collaborateur doit attacher à ce document. Bien entendu, le code de conduite n'est pas la seule manifestation possible de l'engagement des instances dirigeantes. Il en existe bien d'autres, et toutes sont fonction de l'ADN de l'organisation, de sa gouvernance, de son niveau de maturité dans la mise en place d'une démarche anticorruption. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'engagement des instances dirigeantes, c'est leur volonté, leur soutien, leur adhésion à la démarche anticorruption de l'entreprise. Et cet engagement doit être visible et manifeste. C'est la raison pour laquelle il est obligatoire de mettre en place un certain nombre d'actions qui vont aider les instances dirigeantes à concrétiser cet engagement. Mais avant d'entrer dans le détail des actions possibles, un mot sur la notion d'instance dirigeante. La question peut sembler simpliste. Il n'en paraît pas moins qu'il me semble utile de rappeler en quelques mots comment doit être appréhendée cette notion au regard de la conformité. Car ici, il ne s'agit pas de droit des sociétés, de code du commerce ou de droit public pour savoir qui sont formellement les instances dirigeantes dans l'organisation. Il s'agit d'identifier les instances dirigeantes d'un point de vue de conformité. Et même si cela n'est jamais très éloigné des définitions juridiques, il n'est pas suffisant de coller à ces définitions.
Pour l'entreprise, il faut bien entendu retenir le président et le directeur général si ce sont deux personnes différentes. Le COMEX et le conseil d'administration sont évidemment en première ligne. En d'autres termes, il ne suffit pas que le président mouille le maillot. L'ensemble des membres du COMEX doivent eux aussi être investis dans la démarche anticorruption. Quant au conseil d'administration, il a lui aussi un rôle important en la matière. Être informé, regardant, questionné, challenger, autant de missions inhérentes à son rôle qui doivent être mises en œuvre, bien évidemment, pour toutes les questions stratégiques de l'entreprise, mais également, bien entendu, pour les questions de conformité. Un des comités du conseil d'administration, par exemple le comité d'audit, s'il existe, pourra plus particulièrement être en charge de l'examen du déploiement du programme anticorruption. Une présentation annuelle de la feuille de route et des indicateurs de performance donnera au conseil d'administration une vision de l'état d'avancement des différentes actions du programme anticorruption. Enfin, il ne faut pas oublier que la notion d'instance dirigeante se décline à travers l'organisation. Dans les filiales, par exemple, qui elles aussi ont des instances dirigeantes. C'est donc l'ensemble des comités de direction, les CODIR, qui doivent être mobilisés, déclinant ainsi l'engagement des plus hautes instances dirigeantes de l'organisation quand il s'agit d'un groupe de sociétés. Les cadres dirigeants doivent également être impliqués et moteurs dans cette démarche. Mais concrètement, comment faire? Eh bien, plusieurs chantiers sont à déployer pour manifester et rendre visible cet engagement des instances dirigeantes. Le premier chantier consiste en l'adoption d'une politique de tolérance zéro. Il convient de formaliser l'adoption de cette politique, soit via le code de conduite, soit via une politique dédiée ayant une portée obligatoire. Cela signifie que la lutte anticorruption est un principe d'action prioritaire. Cela signifie également que les instances dirigeantes ont décidé d'avoir une attitude très ferme dans le traitement de tout cas de corruption. Cette politique de tolérance zéro, érigée en référentiel face au traitement d'un cas de corruption, doit se traduire concrètement par l'adoption de sanctions à la hauteur des faits commis. Mettre véritablement en œuvre la politique de tolérance zéro formalisée dans le code de conduite ou la politique anticorruption signifie concrètement licencier le collaborateur dont il aura été établi qu'il reçoit des commissions de la part d'un fournisseur pour que celui-ci soit retenu lors d'une mise en concurrence. Pour que cela soit possible et compris par l'ensemble des collaborateurs, il est important que cette politique de tolérance zéro et l'effort initié et le fait qu'elle est initiée et soutenue par les instances dirigeantes fassent l'objet d'une diffusion au sein de l'organisation. Il faut expliquer clairement ce qu'est la politique de tolérance zéro également. En effet, le concept est souvent évoqué, mais on s'aperçoit parfois que sa compréhension est confuse. Prendre l'occasion de formations, de forums de discussion, de campagnes de sensibilisation pour dire et redire que l'adoption d'une politique de tolérance zéro par l'entreprise signifie concrètement que la corruption ne constitue pas une pratique utilisée pour mener à bien ses activités, qu'elle attend de ses collaborateurs qu'ils refusent la corruption et que tout comportement participant à un schéma de corruption fera l'objet de sanctions graves est utile. En effet, et c'est un autre aspect fondamental de l'engagement des instances dirigeantes dans la démarche corruption, il est indispensable de mettre en place un plan de communication pour faire connaître cet engagement. Ce plan de communication va se traduire par une politique de communication interne, mais également par des actions de communication externe. Commençons par la communication interne. Et soyons clairs, ne pas définir et déployer un plan de communication mettant en avant l'engagement des instances dirigeantes dans la démarche anticorruption
revient à laisser cet engagement confidentiel ou à tout le moins peu connu, car connu d'un petit nombre. Or, pour que l'organisation et l'ensemble de ses collaborateurs se sentent impliqués dans cette démarche, il est nécessaire que l'engagement des instances dirigeantes existe bien entendu, mais soit aussi connu. Si cet engagement n'est pas connu, les collaborateurs pourront penser que la démarche anticorruption de leur entreprise est le fruit de la fonction conformité, ou des RH, ou de l'audit, mais que finalement, ça ne les touche pas plus que cela. Ils se diront peut-être que c'est une procédure de plus. Alors que si la démarche anticorruption est portée par les instances dirigeantes de façon visible, cela aura immanquablement un effet d'exemplarité. On le sait, ce qui est relayé par les instances dirigeantes prend toujours plus de poids au sein de l'organisation. C'est pourquoi il est nécessaire de définir un plan de communication interne pour fixer les différentes actions qui vont acter cet engagement avec un agenda dédié. Pour cela, il est utile que la fonction conformité se rapproche de la fonction communication. Elle pourra y trouver bien évidemment des idées, mais également des ressources et s'assurer de la cohérence de cette communication par rapport à la communication globale de l'entreprise. Parmi les bonnes pratiques rencontrées, je peux citer l'organisation de la journée de la lutte anticorruption le 9 décembre. Depuis des années, les Nations Unies ont décidé de mettre un coup de projecteur sur le fléau que constitue la corruption en dédiant une journée qui se déroule le 9 décembre sur ce sujet. Et depuis quelques années, plusieurs grandes entreprises ont décidé de consacrer également un temps d'échange le 9 décembre pour parler de ce sujet et mettre en avant l'engagement des instances dirigeantes. Concrètement, cela peut se traduire par l'envoi de vidéos via les emails à tous les collaborateurs. Ça peut aussi se traduire via des flyers qui vont être distribués ce jour-là, via une communication enregistrée par les dirigeants de l'entreprise qui mettront en avant l'importance qu'ils attachent à ce sujet. On peut aussi demander dans l'entreprise, si l'organisation est plus mature, on peut aussi demander aux managers de prendre le temps d'un échange de quelques minutes sur le sujet en leur fournissant un support qui les aidera à avoir cette discussion avec l'ensemble de leur équipe. Donc on le voit, tout est à concevoir avec toujours le soutien des instances dirigeantes qui verront ainsi leur engagement mis en avant. On peut aussi décider de publier dans la news de l'entreprise ou de la collectivité locale des interviews des membres dirigeants qui expliquent pourquoi la démarche anticorruption de leur organisation est importante, quels défis elle génère pour eux, comment la mobilisation progresse. C'est aussi une manière efficace de montrer l'engagement des instances dirigeantes. Au-delà de l'organisation elle-même, il est également nécessaire de relayer cette communication en externe. C'est en effet un axe de communication à ne pas négliger. Prévoir un plan de communication externe sur la démarche anticorruption de l'organisation et de l'engagement des instances dirigeantes dans cette démarche peut paraître parfois moins fondamental que la communication interne et pourtant elle a de nombreuses vertus. Tout d'abord, vis-à-vis des parties prenantes en relation d'affaires avec l'organisation ou en position de décision pouvant être bloquante pour l'organisation. Je pense par exemple à une situation de dédouanement des marchandises ou à l'obtention d'une autorisation administrative. Cette communication externe aura pour effet de décourager les sollicitations inappropriées. Autre effet bénéfique, l'entraînement des acteurs d'un même secteur. On sait que ce sont les plus grandes entreprises ou collectivités locales qui sont soumises à la loi Sapin II et qui ont donc l'obligation de mettre en place un dispositif de prévention de la corruption. Les entreprises qui, de fait de leur taille, n'ont pas cette obligation, mais qui interagissent avec des acteurs soumis à la loi Sapin II, vont être en quelque sorte entraînées par les plus grandes, notamment par la voie de l'évaluation des tiers, qui est une obligation prévue par la loi Sapin II. En effet,
en répondant, par exemple, en tant que fournisseur dans le cadre du process d'évaluation anticorruption des tiers, l'entreprise prestataire va être en contact avec une démarche anticorruption qui l'oblige à se questionner sur ses propres process au vu des risques de corruption pouvant exister dans son secteur d'activité. Enfin, une vertu également importante, c'est que la communication externe qui est déployée par les entreprises qui sont plus avancées sur la démarche anticorruption met en avant l'engagement de leurs instances dirigeantes à travers des initiatives souvent internationales telles que la COP21 ou le World Economic Forum. Et à l'occasion de ces interventions, eh bien, les dirigeants vont pouvoir partager leurs bonnes pratiques et ainsi avoir un véritable rôle pédagogique à l'attention des entreprises ou des organisations qui sont peut-être moins avancées. Donc on le voit, ces prises de parole externes alimentent aussi très positivement la communication de l'organisation sur l'engagement des instances dirigeantes. Le troisième point qui est important dans l'engagement des instances dirigeantes, c'est la question de la gouvernance et des moyens. Vous allez me dire, pour mettre en place toute cette communication, il faut des ressources. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Il n'est pas possible de déployer un plan de communication pour rendre visible l'engagement des instances dirigeantes sans moyens financiers. Mais en réalité, ces ressources sont là avec la gouvernance associée si l'engagement des instances est bien réel. Ce sont d'ailleurs des éléments utilisés par l'AFA pour mesurer la réalité et la sincérité de l'engagement des instances dirigeantes, et j'y reviendrai. On peut lire dans les recommandations de l'AFA que la gouvernance du programme de prévention et de détection de la corruption au plus haut niveau de l'organisation est un gage de crédibilité de la démarche et du volontarisme de l'instance dirigeante. Le responsable de la conformité doit, par exemple, être en quelque sorte adoubé par les instances dirigeantes, même s'il n'est pas directement nommé par elles. Il doit également avoir un accès facilité aux instances dirigeantes, s'il n'est pas directement rattaché non plus à elles. Il doit aussi se voir octroyer les ressources humaines et financières suffisantes pour mener à bien ses missions, et notamment le plan de communication que nous venons d'évoquer. Autre signe de l'engagement de l'instance dirigeante à travers la gouvernance, l'implication des managers dans la démarche anticorruption. Leur responsabilité en la matière doit avoir été organisée par les instances dirigeantes pour être le reflet de leur engagement. Cela peut aller de leur responsabilité dans le déploiement du programme anticorruption, c'est-à-dire qu'ils vont être chargés en tant que managers de déployer au sein de leur entité ce programme anticorruption, jusqu'à la prise en compte du sujet de la prévention de la corruption et par exemple de la connaissance du programme anticorruption dans l'évaluation annuelle de leurs collaborateurs. Là encore, tout dépend du degré de maturité de l'organisation et donc du niveau d'engagement des instances dirigeantes dans la démarche anticorruption. Alors, une question qui est liée à tous ces chantiers, c'est la question de savoir si on peut mesurer l'engagement des instances dirigeantes. À cette question, je répondrai non seulement on peut, mais on doit. Ce qui est certain, c'est que l'AFA, elle, considère cette mise en place d'indicateurs tout à fait possible. Et d'ailleurs, les questions répertoriées dans la section « Engagement des instances dirigeantes » de son questionnaire utilisé pour les contrôles donnent une idée assez précise des indicateurs qu'elle entend utiliser. Ainsi, comme on en parlait à l'instant, les moyens alloués à la fonction conformité sont un indicateur qui reflète très étroitement le niveau d'engagement des instances dirigeantes. Un Chief Compliance Officer ou un directeur de la conformité sans budget est le signe que les instances dirigeantes accordent finalement peu de place aux enjeux en matière de lutte contre la corruption. Des prises de parole régulières sur le sujet par les membres du COMEX, à travers des vidéos ou des interviews, une page intranet dédiée à la conformité, la présentation périodique du programme anticorruption au COMEX ou
également à l'ensemble des collaborateurs, sont autant d'indicateurs d'actions quantifiables qui permettent de mesurer, mais également d'auditer l'avancement et l'efficacité du programme anticorruption. Donc l'intérêt de mesurer et d'avoir des indicateurs, c'est avant tout de pouvoir mettre en avant, bien évidemment, les actions positives. C'est également d'identifier les axes d'amélioration. Ainsi, les instances dirigeantes vont apporter leur soutien à la fonction conformité et de son côté, la fonction conformité va mettre en avant l'engagement des instances dirigeantes. Et en mesurant l'efficacité du programme grâce à la mise en place de quelques indicateurs adaptés, eh bien, la fonction conformité va accompagner les instances dirigeantes dans une démarche de progrès continu. C'est bien cette démarche de progrès continu qui vient accréditer l'engagement des instances dirigeantes. Alors, pour conclure, j'allais dire, une seule expression à retenir, c'est l'engagement sincère. En effet, et ce seront les mots de conclusion, l'engagement des instances dirigeantes n'a d'intérêt pour la démarche anticorruption que s'il est sincère. Récapitulons. Pour construire une véritable culture anticorruption, il est indispensable que les instances dirigeantes soient non seulement impliquées, mais qu'elles soient également moteurs dans la démarche anticorruption. On a vu qu'il fallait rendre visible et manifeste cet engagement à travers des actions de communication internes et externes. On a vu aussi que cet engagement devait se traduire à travers la gouvernance de l'organisation et les moyens alloués à la conformité. Et on voit bien à travers tous ces aspects qui sont fondamentaux que l'on peut réellement voir si l'engagement des instances dirigeantes est effectif, s'il est réel, s'il est sincère. A contrario, si les instances dirigeantes ne sont pas convaincues du bien fondé de la démarche, et même si elles en ont admis le caractère obligatoire, juridique, réglementaire, eh bien, elles rechigneront à s'impliquer et à allouer les moyens indispensables. Et dès lors, le programme ne sera plus, comme l'appellent les anglo-saxons, qu'un paper programme. Alors, pour conclure cette vidéo, je laisserai les mots de la fin à Charles Duchesne, le directeur de l'Agence française anticorruption, qui a souligné lors d'une de ses interventions récentes, et je le cite, « Ce qui est important, c'est la sincérité de l'engagement des instances dirigeantes ». Donc, souhaitons que toute l'énergie qui est mise par les responsables conformité aujourd'hui pour petit à petit déployer les programmes anticorruption soit de nature à convaincre leurs instances dirigeantes, lorsqu'elles sont encore peu engagées, des intérêts nombreux que présente la démarche anticorruption. Je vous remercie pour votre attention. Surtout, n'hésitez pas à venir me retrouver sur LinkedIn ou sur le site web de Proéthique, www.proethique.fr. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de prolonger cette vidéo en y répondant. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.